Lorsqu'Emmanuel Macron visite le village des athlètes en début de semaine, le président rappelle l'importance de la trêve olympique. Qu'en est-il de cette notion qui est inscrite dans une résolution de l'ONU? Quelle est sa portée alors que Paris aborde des JO dans un monde sous tension? C'est le grand angle. La géopolitique du sport et le mythe des JO apolitiques, c'est votre domaine, Jean-Baptiste Guégan. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, des questions que vous abordez dans votre dernier ouvrage, La guerre du sport, une nouvelle idéologie, c'est chez Talendier, un livre coécrit avec Lucas Aubin. Les JO de Paris 2024 vont-ils réussir à s'extraire des tensions mondiales? En tout cas, hier, les supporters au stade des Princes ont donné un bel exemple de fraternité lors de la rencontre Mali-Israël. On écoute rapidement ces deux supporters et vous réagirez ensuite. On attendait un match tendu entre les deux pays, même surtout au niveau de sécurité. Mais finalement, tout s'est très bien passé. Les supporters israéliens et maliens, ils étaient ensemble. Et franchement, c'était une belle fête. Hein. Pour l'ouverture des JO, c'est une belle fête. On a eu aussi des photos avec les drapeaux maliens et les drapeaux israéliens ensemble. Et c'est ça qu'on voulait passer comme message. Am Israël Chai et la paix dans le monde. Voilà, la paix dans le monde et la paix à Paris. Est-ce que ça, c'était une bonne surprise? On imaginait cette rencontre un peu tendue déjà. Ouais, c'était un match qui était considéré comme à risque. C'était celui qui était le plus attendu, en tout cas, sur la première semaine. Ça s'est très bien passé. Il y a eu quelques moments de tension au début de la rencontre avec des drapeaux palestiniens qui ont été sortis. Mais ça s'est très rapidement calmé. Rien à voir avec le pire qu'on pouvait envisager. C'est ça aussi l'olympisme, c'est la capacité à faire se rassembler le monde au même endroit. Et là, on en a un exemple. Alors, les athlètes israéliens sont ceux aussi qui disposent de la plus grosse protection. Est-ce que le risque demeure tout au long des JO? Alors, le risque, il demeure parce que personne n'a oublié finalement 1972. Munich, c'est l'ensemble de la délégation israélienne qui est assassinée par le commando palestinien Septembre Noir. Là, avec la réactivation du conflit israélo-palestinien, on se retrouve dans cette situation, c'est-à-dire une menace accrue, avec une délégation qui peut être ciblée parce qu'elle représente Israël, non son gouvernement. Mais en l'occurrence, il peut y avoir cette confusion-là. Et donc, si aujourd'hui vous voulez faire parler de la cause palestinienne, vous avez intérêt à cibler la présence israélienne. Et là, ça se matérialise par les sportifs. Et toute cette polémique autour de doit-on accepter les athlètes israéliens, ça a plombé aussi un peu l'ambiance. Alors, ça a plombé l'ambiance parce que ça s'accompagne aussi finalement des mêmes questions qui ont été posées au sujet de la délégation russe et biélorusse. Quand on regarde finalement la présence palestinienne et la présence israélienne, elles vont se dérouler ensemble au jeu. C'est ça qui est intéressant. C'est que le seul endroit où vous pouvez faire cohabiter le monde entier et ses problèmes, c'est à Paris pendant ces Jeux. Donc finalement, ne pas les avoir, ça aurait posé finalement plus de problèmes que de solutions. Donc la présence, elle est normale. Alors, on va revenir sur la présence des athlètes russes et biélorusses. Mais alors, cette belle entente durant ce match n'arrête pas pour autant les bombes, ni dans la bande de Gaza, ni en Ukraine, malgré les appels d'Emmanuel Macron pour une trêve olympique. On l'écoute. Fort de ces convergences de vues, nous pensons ensemble qu'une trêve olympique pour tous les théâtres de guerre peut être une occasion de travailler un règlement durable dans le plein respect du droit international. Et je vous remercie, Président, durant notre entretien, d'avoir justement manifesté votre volonté de vous engager dans la même direction qui consistera à demander à toutes les parties prenantes une trêve olympique durant nos Jeux à venir. Alors, une allocution prononcée à l'occasion de la venue de Xi Jinping à Paris. Cette trêve olympique, elle a déjà été suivie dans le passé? Alors, cette trêve olympique, elle renvoie déjà à l'histoire antique des Jeux. C'est-à-dire que pour permettre aux athlètes de se déplacer et aller à Olympie et sur les sites olympiques, il y avait justement cette trêve. On a repris le concept, on l'a réutilisé. Mais plutôt récemment? Alors, relativement récemment. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette idée de trêve olympique, finalement, c'est à la fois un idéal et de la communication politique. Un idéal parce que ce serait le fait de profiter des Jeux pour faire la paix et négocier, parce que le président a lui-même appelé à un moment diplomatique à l'occasion de ces Jeux. Et c'est aussi de la communication politique parce que il y a beau jeu de se présenter comme un faiseur de paix en accueillant le monde chez soi et donc se servir des Jeux pour montrer la capacité diplomatique du pays et pas seulement de la France, mais aussi de l'Europe. Est-ce qu'il y a véritablement une activité diplomatique en marge des JO? On sait aujourd'hui qu'Emmanuel Macron a réuni un sommet sur le développement. Est-ce que c'est une façon aussi de renouer le dialogue avec certains ou d'avancer sur certains sujets? Alors, il y a déjà ce sommet international sur sport et développement qui a lieu justement aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il s'accompagne aussi de ce qu'on appellerait, nous, une sorte de diplomatie de la coursive.
des gens qui n'ont pas l'habitude de se croiser vont se rencontrer, tout le monde va être à Paris et donc l'occasion va être intéressante. Il y a une vraie opportunité à saisir. La diplomatie française le sait, Emmanuel Macron plus encore. Outre la stabilité française qu'il montre, c'est aussi la capacité d'initiative. Et quand on connaît le président, on sait qu'il ne ratera pas cette occasion, a fortiori dans le contexte politique national. Alors revenons sur l'aspect, la neutralité du CIO. Elle tente de l'être, en tout cas, dans le conflit israélo-palestinien, hein, puisque les joueurs palestiniens sont invités dans cette enceinte-là. Est-ce que ça, c'est faire preuve de neutralité vis-à-vis de ce conflit? L'État de Palestine n'existe pas, mais pour autant, les joueurs sont là. Alors, c'est une des spécificités du sport, c'est que la Palestine est reconnue pleinement et entièrement au même titre qu'Israël. Et donc, c'est un endroit où les deux se rencontrent. Jusqu'à une période récente, les deux comités nationaux olympiques arrivaient à cohabiter et à s'entendre. Là, ça s'est tendu sur les derniers jours et on a eu une demande d'exclusion de la part du comité national olympique palestinien à l'encontre des athlètes israéliens. Bon, c'est une première. C'est aussi une manière d'utiliser le sport et les jeux pour faire entendre un message politique. Et ça casse finalement ce mythe d'un sport apolitique et de jeux qui seraient complètement neutres et complètement extérieurs à tous les problèmes internationaux. Alors, on vient d'apprendre également par la voix du gouvernement israélien, Israël prévient la France et dit « Attention, il y a un risque sur votre territoire de menaces terroristes de la part de l'Iran ». Est-ce que ça, c'est une menace qui est réelle quand l'annonce tombe là, à l'instant, au moment où je vous parle? Est-ce que c'est une menace réelle ou est-ce que c'est aussi, ça fait partie d'une certaine manière de ce jeu pour avancer ses pions et... Si on fait un calcul de risque, il est évident quand vous regardez l'ensemble des acteurs de la crise, l'Iran fait partie du tableau. Après, je ne peux pas vous répondre là en direct sur cette question-là. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir que ça rajoute une menace supplémentaire et ça la repositionne devant. Est-ce que ça participe aussi à la stratégie de diabolisation mise en place par Benyamin Netanyahou pour parler d'autre chose ? Il y a de ça aussi. On est sur des techniques de communication. Le sport, c'est la première arme de diffusion massive. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez l'arène du sport pour vous faire entendre, vous touchez beaucoup plus de personnes que lorsque vous parlez de politique ou de géopolitique. Alors, en parlant de diabolisation, il y a eu aussi le cas des athlètes russes et biélorusses. Quand le CIO demande aux athlètes russes et biélorusses d'être sous une bannière neutre, est-ce que ça participe à la diabolisation aussi des athlètes, des sportifs, voire même du pays? Alors, la situation des délégations russes et biélorusses, c'est-à-dire le fait de participer sous pavillon olympique et donc d'être dans une situation où ils n'abordent pas leurs hymnes, leurs symboles nationaux, c'est d'abord le résultat d'une politique menée par Vladimir Poutine. Il y a effectivement la guerre en Ukraine, mais il y a aussi des précédents. C'est toutes les affaires de dopage liées à Sochi. C'est donc le résultat d'un processus. On n'est pas sur quelque chose qui sort de nulle part. Ce qui est assez intéressant, c'est que surtout, ils sont présents. En tout cas, pour l'instant, ils ont annoncé leur présence. Et ça montre aussi la capacité de l'olympisme à rassembler. Après, on verra ce qui se passe. Et on attend que les épreuves commencent. Alors, on va écouter maintenant Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Elle n'y est pas allée de main morte. On l'écoute et vous réagissez tout de suite après. Ces décisions démontrent à quel point le CIO s'est éloigné de ses principes déclarés et a glissé vers le racisme et le néonazisme. La ségrégation des personnes sur la base de la nationalité, de l'ethnicité, l'exclusion des personnes uniquement sur la base de la citoyenneté des événements sportifs internationaux en sont la meilleure preuve. Ce ton radical, il est nouveau ou il y a eu des précédents dans l'histoire où il y a eu des affirmations ou des communications très musclées? Bon, c'est la stratégie de communication habituelle du régime de Vladimir Poutine. C'est d'abord, jouer la victime, discours victimaire classique de « regardez, ils ne veulent pas de nous ». La deuxième chose, c'est l'accusation, finalement, c'est le point Goodwin. C'est arrivé immédiatement comparant les autres à des nazis et des racistes, puisque c'est finalement une sorte de diabolisation ultime. Là, vous avez un assez bon mixte des deux. Est-ce que c'est vrai? Non. On aura des Russes à Paris. Si les Russes ne sont pas en plus grand nombre, c'est d'abord et avant tout par la faute du régime de Vladimir Poutine. Et ça, évidemment, qu'elle ne peut pas l'avouer. Donc là, on est aussi sur une instrumentalisation politique. Alors, dans votre livre, vous parlez de guerre du sport. Alors, on l'a bien compris, c'est une guerre hybride. C'est une guerre pour gagner en soft power. Alors, cette guerre du sport, finalement, elle utilise la capacité du sport à parler à tout le monde. Vous allez avoir la moitié de l'humanité qui va être touchée par les images de la cérémonie d'ouverture. Vous avez la capacité à proposer votre récit et à l'imposer au monde.
comme vous avez aussi la possibilité de le déstabiliser. C'est-à-dire que le pays organisateur, la France, est aujourd'hui le pays qui subit le plus d'attaques informationnelles. C'est-à-dire le plus d'infox, de fake news, etc. Et ça, c'est sciemment orienté. La Russie est un des premiers acteurs de cette désinformation-là. Et aujourd'hui, si vous voulez communiquer par le sport, construire votre image, c'est par là que ça va se passer. Les Jeux sont une formidable vitrine et une opportunité pour le pouvoir politique français, mais aussi pour le nation branding du pays, la capacité à montrer ce qu'est la France. Et à l'inverse... Inverser le narratif. Exactement. Si vous êtes un adversaire... L'idéal, c'est d'aller frapper littéralement les Jeux, en tout cas le récit qui est proposé par la France, pour l'affaiblir. C'est exactement le jeu russe aujourd'hui. Et comment on mesure les retombées de ce soft power? Comment sait-on si des Jeux Olympiques ont rempli leur mission? Déjà, il y a la question des représentations. Là, ce qu'on voit depuis 2 jours, avec l'arrivée des sportifs, c'est que tout le monde redécouvre Paris. Et tout le monde s'est dit, oh, Paris a changé, Paris a été modernisé. Alors ensuite, il y en a toujours... Moins sale, vous voulez dire? Alors, moins sale, mais surtout, il y a eu de nouveaux aménagements. Vous regardez la Didas Arena, par exemple, à La Chapelle, vous regardez le prolongement de la ligne 14 de métro, vous regardez tous ces nouveaux équipements, et puis des sites olympiques au milieu de lieux qui, pour nous, sont des lieux emblématiques, mais qui sont aujourd'hui vraiment magnifiés, avec le dispositif olympique. Ce qui est fou, c'est qu'on va avoir Paris autrement. La question des représentations, elle est fondamentale. Là, ce qu'on est en train d'offrir au monde, c'est des images modernes, récentes de Paris, loin de celles des attentats, des gilets jaunes et de tout ce qu'on a pu subir sur la dernière décennie. Et les joueurs dans cette mécanique de soft power, comment ils se positionnent? Alors déjà, ils incarnent la nation. C'est-à-dire que les Français qui vont gagner des médailles vont représenter la capacité de la France à l'emporter. Ils vont aussi être... une sorte de vitrine de ce qu'est le pays. C'est-à-dire que la France de la diversité, on sera très loin finalement de ce que le Rassemblement national a pu pousser comme idée au moment des dernières législatives et des européennes. On sera donc sur le visage de la France, vous allez le voir là. La réalité du pays, vous allez la voir là aussi. Et puis, vous allez voir des gens qui sourient. Des Parisiens qui sourient, c'est pas donné à tout le monde. Ça ne nous arrive pas souvent. Ça, c'est important, ça? Alors, c'est important parce que cette image de Parisiens déprimés, dépressifs, on l'a tous. Et c'est une manière aussi de redynamiser le moral du pays. Les retombées, ça va être ça. C'est pas forcément la question de l'économie. C'est la question de l'image qu'on va laisser, qu'on va donner. Et ça, c'est important. Moi, il y a une image qui m'a frappé. C'est les sportifs en arrivant au village, éblouis par ce qu'ils voyaient. Alors qu'en général, quand on parle du 93, c'est pas la première chose qui vient. C'est ça qui va compter. On change la représentation. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Guégan, d'avoir répondu à nos questions. On va rester sur